ULIMO, United Liberian Movement, ou Mouvement de l'Unité Libérienne, c'est la bande des loyalistes, les héritiers du bandit de grand chemin, le président dictateur Samuel II qui fut dépecé. Il fut dépecé un après-midi brumeux dans Monrovia la Terrible, capitale de la République de Liberia indépendante depuis 1860. Voilà et, au nom d'Allah. Le dictateur II est parti du grade de sergent dans l'armée libérienne. Lui, sergent II, et certains de ses camarades ont eu marre de l'arrogance et du mépris des nègres noirs afro-américains appelés Congo à l'égard des natifs du Liberia. Les natives, c'est les nègres noirs africains indigènes du pays. Ils sont à distinguer des nègres noirs afro-américains, les descendants des esclaves libérés. Ces descendants des esclaves appelés aussi Congo se comportaient en colons dans la société libérienne. C'est comme ça mon dictionnaire ara définit natifs et afro-américains. Samuel II et certains de ses camarades ont eu marre de l'injustice qui frappait les natifs du Liberia dans le Liberia indépendant. C'est pour ces raisons que les natifs se révoltèrent, et 2 natifs montèrent un complot de natifs contre les Afro-Américains colonialistes et arrogants. Les 2 natifs, les 2 nègres noirs africains indigènes, qui montèrent ce complot s'appelaient Samuel II, un crâne, et Thomas Kyongpa, un gio. Les crânes et les gios sont les 2 principales tribus nègres noires africaines du Liberia. C'est pourquoi on dit que c'était tout le Liberia indépendant qui s'était révolté contre ces Afro-Américains colonialistes et arrogants colons. Heureusement pour eux, les révoltés, ou par sacrifice exaucé pour eux, le complot a pleinement réussi. Sacrifice exaucé signifie, d'après inventaire, les nègres noirs africains font plein de sacrifices sanglants pour avoir la chance. C'est quand leurs sacrifices sont exaucés qu'ils ont la chance. Après la réussite du complot, les 2 révoltés allèrent, avec leurs partisans tirés du lit, au petit matin, tous les notables, tous les sénateurs afro-américains. Ils les amenèrent sur la plage. Sur la plage, les mirent en caleçon, les attachèrent à des poteaux. Au lever du jour, devant la presse internationale, les fusillèrent comme des lapins. Puis les comploteurs retournèrent dans la ville. Dans la ville, ils massacrèrent les femmes et les enfants des fusillés, et firent une grande fête avec plein de boucans, plein de fantasias, avec plein de souleries, etc. Après, les 2 chefs comploteurs s'embrassèrent sur les lèvres, comme des gens corrects, se félicitèrent mutuellement. Le sergent Samuel II nomma au grade de général, le sergent Thomas Kyongpa, et le sergent Thomas Kyongpa nomma au grade de général, le sergent Samuel II. Et comme il fallait un seul chef, un seul et unique chef d'État, Samuel II se proclama président et chef incontesté et incontestable de la République unitaire et démocratique du Liberia indépendant depuis 1860. Ça tombait bien comme du sel dans la soupe, il y avait justement un sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Liberia fait partie intégrante de la CEDEAO. Samuel II, avec le grade de général, et le titre de chef dans sa tenue parachutiste, le revolver à la ceinture, sauta dans un avion. Dans l'avion, comme chef d'État, pour assister comme tous les chefs d'État au sommet de la CEDEAO. Ça avait lieu à Lomé. À Lomé, les choses se gâtèrent. Lorsqu'il arriva armé jusqu'aux dents, les chefs d'État CEDEAO s'effrayèrent. Ils le considérèrent comme un fou, et ne l'acceptèrent pas au sommet. Au contraire, ils l'enfermèrent dans un hôtel. Pendant tout le sommet, avec interdiction absolue de mettre le nez dehors, et de boire de l'alcool. C'est après le sommet qu'ils l'expédièrent par son avion à Monrovia, dans sa capitale. Comme un ouya-ouya. Ouya-ouya signifie un va-nu-pied, un teigneux, d'après inventaire des particularités du français en Afrique noire. Dans sa capitale Monrovia, Samuel II régna peinard pendant 5 pleins hivernages. Partout il allait en tenue de parachutiste, et le revolver à la ceinture, comme un vrai révolutionnaire. Mais un jour il pensa à Thomas Kyongpa, et, du coup, il se renfrogna, se trouva mal à l'aise dans sa tenue de parachutiste. Il ne faut pas oublier que Samuel II avait réussi le coup, avec Thomas Kyongpa et Thomas Kyongpa était toujours là. Même les voleurs de poulets de basse-cour le savent, et se le disent. Quand on réussit un coup mirifique avec un second, on ne jouit pleinement du fruit de la rapine qu'après avoir éliminé ce second. Après 5 ans de règne, l'existence de Thomas Kyongpa continuait à poser des problèmes au moral, au parler, au comportement du général Samuel II. Pour résoudre ces problèmes, Samuel II inventa un stratagème garanti. Stratagème signifie ruse, d'après mon dictionnaire le petit Robert. C'était simple, il suffisait d'y penser.
C'était le coup de la démocratie. La démocratie, la voix populaire, la volonté du peuple souverain. Et tout, un samedi matin, Samuel II décréta une fête. Il convoqua tous les officiers supérieurs de l'armée libérienne, tous les directeurs de l'administration, les chefs de canton de toute la République, tous les chefs religieux. Devant tout cet aréopage signifie réunion de gens savants, il tint ce langage. J'ai été obligé de prendre le pouvoir par les armes, parce qu'il y avait trop d'injustice dans ce pays. Maintenant que l'égalité existe pour tout le monde, et que la justice est revenue, l'armée va cesser de commander le pays. L'armée remet la gestion du pays aux civils, au peuple souverain. Et pour commencer, moi, solennellement, je renonce à mon statut de militaire, je renonce à ma tenue de militaire, à mon revolver. Je deviens un civil. Fermez les guillemets. Il se débarrassa de son revolver, de sa tenue de parachutiste, du béret rouge, de la chemise avec les galons, du pantalon, des chaussures et des chaussettes. Il se déshabilla jusqu'aux caleçons. Puis il claqua des doigts, et l'on vit arriver son ordonnance. Il lui apportait un complet 3 pièces, une chemise, une cravate, des chaussettes, des souliers et un chapeau mou. Et, sous les applaudissements de toute l'assistance, il se mit en civil. Il devint un civil, comme le dernier ouïa-ouïa du coin. À partir de là, les choses allèrent très vite. En 3 semaines, il se fit rédiger une constitution à sa mesure. Pendant 2 mois, il passa dans tous les comtés pour expliquer qu'elle était bonne. Et la Constitution fut un dimanche matin votée à 99,99% des votants. À 99,99%, parce que 100%, ça faisait pas très sérieux. Ça faisait ouïa-ouïa. Avec la nouvelle Constitution, le pays avait besoin d'un président civil. Pendant 6 semaines, il alla dans tous les comtés pour dire qu'il était devenu civil dans la parole et dans le cœur. Et, un autre dimanche matin, on vota pour lui à 99,99% des votants en présence des observateurs internationaux. À 99,99%, parce que 100%, ça faisait ouïa-ouïa, ça faisait jaser. Jaser, c'est bavarder sans cesse pour le plaisir de dire des médisances, d'après Larousse. Le voilà bon président Bontin respectable et respecté. Le premier acte concret qu'il plaça fut tout de suite, en tant que président, de limoger le général Thomas Kyongpa comme un malpropre. Limoger signifie priver un officier de son emploi. Limoger comme un malpropre, comme quelqu'un qui voulait monter un complot. Mais là, les choses se gâtèrent. Thomas Kyongpa ne se laissa pas faire. Pas du tout. Avec des officiers, des cadres géo comme lui, Thomas Kyongpa monta effectivement un vrai complot. Et il manqua de peu, d'un cheveu, que le complot réussisse. Il manqua de peu, d'un cheveu, que Samuel II fût assassiné. Alors là, Samuel II a réagi mal. Il avait des preuves, une occasion qu'il cherchait depuis longtemps. Il tortura affreusement Thomas Kyongpa avant de le fusiller. Sa garde prétorienne se répandit dans la ville et assassina presque tous les cadres géo de la République de Liberia, leurs femmes et leurs enfants. Voilà Samuel II heureux et triomphant, le seul chef, entouré des seuls cadres de son ethnie crâne. La République de Liberia devint un État crâne totalement crâne. Cela ne dura guère. Car, heureusement, une trentaine de cadres géo avaient échappé à leurs assassins. Ils s'étaient enfuis en Côte d'Ivoire, et, là, avaient pleuré auprès du dictateur du pays, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny les avait consolés, et les avait envoyés au dictateur de Libye, le seigneur Kadhafi qui a toujours un camp, pour former des terroristes. Kadhafi forma la trentaine de cadres géo au maniement des armes et au terrorisme pendant 2 années entières. Puis il les renvoya en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les cadres bien formés se cachèrent dans les villages de la frontière de la Côte d'Ivoire et du Liberia. Ils se firent discrets, jusqu'à cette date fatidique. Fatidique signifie marqué par le destin, du 24 décembre 1989, Noël 1989. À Noël 1989, dans la nuit, ils attendirent que tous les gardes frontières du poste de Boutoro, ville frontalière, soient ivres morts, tous cuits, pour les attaquer. Ils maîtrisèrent rapidement le poste frontière de Boutoro, massacrèrent tous les gardes frontières, et récupérèrent les armes. Tous les gardes frontières tués, ils se firent passer pour des gardes frontières, prirent le téléphone, et appelèrent l'état-major de Monrovia. Ils annoncèrent à l'état-major que les gardes frontières avaient repoussé une attaque, qu'ils demandaient du renfort. L'état-major dépêcha du renfort.
Les soldats du renfort tombèrent dans un guet-apens, ils furent tous massacrés, tous tués, tous émasculés et leurs armes récupérées. Les cadres Gio, les mutins avaient des armes, beaucoup d'armes. C'est pourquoi on dit, les historiens disent que la guerre tribale arriva au Liberia ce soir de Noël 1989. La guerre commença ce 24 décembre 1989, exactement 10 ans avant, jour pour jour, le coup d'État militaire du pays voisin, la Côte d'Ivoire. Depuis cette date, les ennuis pour Samuel II allèrent crescendo jusqu'à sa mort. Crescendo signifie d'une façon progressive. Crescendo jusqu'à sa mort par coupure en tranches. Nous en parlerons un peu plus tard. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Nyamokode, bâtard de bâtardise. Les étrangers n'étaient pas bienvenus chez les Ulimo. C'est la guerre tribale qui veut ça. Dès que nous sommes arrivés, nous avons raconté la petite histoire que nous avions préparée sur Samuel II, sur son patriotisme, sa générosité, sur le grand bien qu'il a fait au Liberia entier, sur son sacrifice pour la patrie, etc. Ils ont bien écouté ce discours, religieusement et longtemps. Après, ils nous ont demandé nos armes. Nous avons remis nos armes en toute confiance. Ils ont apporté un Coran, une Bible et des fétiches. Ils nous ont fait jurer sur les livres saints et sur les fétiches. Nous avons juré solennellement que nous n'étions pas des voleurs, qu'aucun de nous n'était voleur. Parce que les voleurs ils en avaient trop, ils n'en voulaient plus, ils en avaient marre. Et puis ils nous ont enfermés dans des prisons. Cric-crac. Dans les prisons de Ulimo, la nourriture était trop dégueulasse et trop insuffisante. Dégueulasse signifie dégoûtant. Yacouba était le premier à se plaindre de la mauvaise condition. Il a gueulé fort. Je suis un grigriman fortiche dans la protection contre les balles sifflantes. Ils ne l'ont pas entendu. Il a gueulé plus fort encore. Enlevez-moi d'ici. Sinon je vais vous féticher. Vous fétichez tous. Alors ils sont venus le chercher, et il a dit qu'il n'allait pas sans moi. Il a demandé que j'aille avec lui. Ils nous ont envoyés dans l'état-major du général Baclay, Donika Baclay II. Le général Baclay était une femme. On devrait dire général au féminin. Mais, d'après mon Larousse, général est réservé à la femme d'un général, et jamais au général lui-même. Donc ils nous ont présenté à Donika Baclay II. Le général Baclay était contente d'avoir Yacouba. Elle avait déjà un grigriman féticheur. Mais c'était pas un grigriman musulman. À certains faits, elle commençait à douter de la science et des pratiques de son grigriman féticheur. Avec Yacouba, elle en aura deux, et ce sera tant mieux. Moi j'ai été envoyé chez les enfants soldats. On m'a montré mon kalash. Nous étions 5 pour une arme, et celui qu'on m'a présenté était plus neuf que ce que j'avais eu chez NPFL. Les enfants soldats étaient bien traités chez les Ulimo. On mangeait bien, et on pouvait avoir de l'argent, du dollar, en faisant le garde du corps des orpailleurs. J'ai voulu faire des économies. Je n'ai pas voulu foutre dans la drogue, tout ce que je gagnais comme, le faisaient les autres enfants soldats. Avec mes économies, j'ai acheté de l'or et cet or, je le conservais dans un fétiche que j'avais sur moi. Je voulais apporter quelque chose à ma tante, le jour que je la rencontrerai. Faforo, sexe de mon père. Le général Baclay, c'était aussi un drôle de numéro matricule. Mais une drôle de femme, très juste à sa façon. Elle fusillait de la même manière femmes et hommes, tous les voleurs, que ça ait volé une aiguille ou un bœuf. Un voleur c'est un voleur, et ça les fusillait tous. C'était équitable. Sanikeli, la capitale du général, était le repère des voleurs. Tous les voleurs de la République de Liberia s'étaient donné rendez-vous à Sanikeli. Les enfants de soldats en savaient quelque chose. Eux qui dormaient très souvent sous l'effet de la drogue, ils se réveillaient très souvent nus, totalement nus. Les voleurs leur avaient tout pris, même leurs caleçons. On les trouvait nus près de leur calache. Les voleurs pris en flagrant délit, c'est le délit commis sous les yeux de ceux qui le constatent. Dans la semaine sont arrêtés, enchaînés dans une prison. Ils peuvent avoir faim, comme veut la loi de la nature humaine. Rien à faire, les prévenus n'avaient pas droit à la nourriture dans les prisons de Baclay. Le samedi vers 9 h, ces prévenus sont amenés enchaînés sur la place du marché, où toute la population se trouve réunie. Le jugement a lieu sur place, et devant tout le monde. Ça consiste à demander au prévenu s'il a oui ou non volé. S'il répond oui, il est condamné à mort. S'il répond non, il est confondu par les témoins, et il est également condamné à mort.
Confondre signifie réduire quelqu'un au silence en prouvant qu'il a commis la faute. C'était donc kiff-kiff pareil, la même chose. Le prévenu était toujours condamné à mort. Et les condamnés passent illico presto sur l'aire de l'exécution. Illico presto signifie immédiatement. On leur apporte du riz fumant sauce graine, avec de gros morceaux de viande. Ils se jettent dessus, comme des fauves tellement ils ont faim. C'est tellement bon que ça donne envie à beaucoup de spectateurs de se trouver à la place des condamnés. Les condamnés mangent beaucoup et fort. Ils mangent à leur faim, tout leur saoule. Ils disent adieu à leur ami. Que le condamné soit catholique ou non, un curé passe, et il reçoit l'extrême onction. On les attache à des poteaux. On bande leurs yeux. Certains pleurent comme des gosses pourris. C'est la minorité. La plupart, la grande majorité, lèche la barbiche, rit aux éclats bruyamment tellement ils sont contents d'avoir bien mangé. Et on les fusille sous les applaudissements de la foule joyeuse et heureuse. Et malgré ça, oui malgré ça, certains des spectateurs constatent avec surprise que, pendant qu'ils applaudissaient, des voleurs les ont délestés de leur portefeuille. Délester signifie alléger de son portefeuille d'après Montlarousse. Délestés de leur portefeuille, parce qu'il y a tellement de voleurs dans le pays de Sanikeli, que l'exécution des uns n'arrivait pas à servir de leçon aux autres. Faforo, cul de mon papa. Au point de vue origine et filiation, Onika était la sœur jumelle de Samuel II. Elle se défendait, au moment du complot des natifs contre les Afro-Américains. Se défendre, pour une fille, c'est aller d'un point à un autre, c'est se prostituer. Elle s'appelait alors Onika Dokui. Dès la réussite du complot de son frère jumeau, ça la nomma sergent dans l'armée libérienne, et elle-même changea de nom, et se fit appeler Backley. Backley parce que cela faisait nègre-noir afro-américain, et, on a beau dire, être afro-américain au Liberia donnait un certain prestige, c'était mieux que d'être d'origine native, d'être nègre-noir africaine indigène. À son retour de Lomé, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Samuel II nomma lieutenant le sergent Backley et l'affecta à sa sécurité personnelle. Après le complot des JO, Samuel II la nomma commandante de la garde présidentielle. À la mort de Samuel II, quand Samuel II fut dépecé, Backley se nomma elle-même général et chef de la région de Sanikeli. C'est-à-dire que le général était une femme futée, qui ne laissait pas laper sa sauce au fond d'un canari, par des ouïa-ouïa d'hommes. Voilà et... Le général Onika était une petite femme énergique, comme un cabri auquel on a pris le petit. Elle supervisait tout, avec les galons de général et son calache. Partout dans son 4x4 bourré de gardes du corps armé jusqu'aux dents. La gestion de Backley était familiale. La gestion courante était laissée à son fils. Son fils s'appelait Johnny Backley II. Il était colonel, et commandait le régiment le plus aguerri. Ce fils était marié à 3 femmes. Ces 3 femmes étaient commandants, et dirigeaient les 3 secteurs les plus importants, les finances, la prison et les enfants soldats. Sita était le nom de celle qui s'occupait des finances. C'était une malinquée, dans le pidgin afro-américain mandingo. Ça recevait le loyer de la terre, que devaient payer trimestriellement les orpailleurs. Elle était musulmane, mais pas humanitaire pour un sou. Elle considérait comme des voleurs de la terre, les orpailleurs qui travaillaient sans les autorisations, et ceux-ci étaient condamnés à mort le samedi matin. Et fusillés, et elle en riait aux éclats. Monita était le nom du commandant, qui s'occupait des prisons. Elle était protestante, était humanitaire et avait un cœur d'or. Elle donnait à manger aux prévenus, qui n'avaient pas le droit de casser la croûte. Elle a donné du plaisir à ceux à qui il ne restait que quelques heures à vivre. Des gestes comme ça, Allah les voit et récompense au ciel. Celle qui commandait les soldats enfants s'appelait Rita Backley. Rita Backley m'aimait comme c'est pas permis. Elle m'appelait le fiston du Grigriman Yakuba, et le fiston du Grigriman avait tout, et pouvait se permettre tout. Parfois, surtout quand Backley était absent, elle m'amenait chez elle, me mijotait un petit plat. Mijoter signifie cuire doucement et amoureusement. Je mangeais bien, et, pendant tout le repas, elle ne cessait de me dire « Petit Biraïma, tu es beau, tu es joli. Sais-tu que tu es joli? Sais-tu que tu es beau ?» Et après le repas, me demandait tout le temps de me déshabiller. Et j'obéissais. Elle me caressait le bangala, doucement et doucement. Je bandais comme un âne, et sans cesse je murmurais. Si le colonel Backley nous voyait, il ne serait pas content. Ne crains rien, il n'est pas là, murmurait-elle. Elle faisait plein de baisers à mon bangala et à la fin l'avalait comme un serpent avale un rat.
Elle faisait de mon Bangala un petit cure-dent. Je quittais sa maison en sifflotant, gonflé et content. Nyamokode, bâtard. Sanikeli était une grosse agglomération à la frontière où on extrayait de l'or et du diamant. Malgré la guerre tribale, les commerçants étrangers s'aventuraient jusqu'à Sanikeli, appâtés par les prix cadeaux de l'or. S'aventurer signifie se hasarder, courir un risque. Et appâter, c'est attirer. Tout le monde était sous les ordres du général Baclay à Sanikeli. Le général Baclay avait droit de vie et de mort sur tout le monde à Sanikeli, et l'en usait, et en abusait. Sanikeli comprenait 4 quartiers. Le quartier des natives, celui des étrangers, entre les deux il y avait le marché. Le marché c'était là que les samedis on exécutait les voleurs. À l'autre bout, au pied de la colline, le quartier des réfugiés, et, sur la colline, le camp militaire où nous vivions. Le camp militaire était limité par des crânes humains portés par des pieux. Ça, c'est la guerre tribale qui veut ça. Bien au-delà des collines, dans la plaine, il y a la rivière et les mines. Les lieux étaient surveillés par des soldats enfants. Les mines et la rivière où on lavait le minerai, c'était le bordel au carré. Je refuse de les décrire, parce que je suis un enfant de la rue, et je fais ce que je veux, je m'en fous de tout le monde. Je vais parler des patrons associés, qui sont les vrais maîtres des mines et de tout et tout. Les patrons associés sont les vrais chefs, les vrais maîtres des lieux. Ils habitent où ils travaillent, et leur habitation, leur logement, est une vraie forteresse. Une vraie forteresse gardée par des soldats enfants armés jusqu'aux dents et toujours drogués. Totalement drogués. Où il y a des enfants soldats, il y a des crânissés sur des pieux. Les patrons associés ont de l'argent. Tout orpailleur dépend d'un patron associé. Au départ, à part son caleçon, l'orpailleur n'a rien. C'est le patron associé qui lui finance tout. Ça finance les houes, le panier, la boustifaille et ça paie le droit mensuel d'un demi-dollar américain pour exploiter la terre. Quand l'orpailleur a un coup mirifique, c'est-à-dire s'il a la chance de tomber sur une pépite, il paie au patron associé tout ce qu'il doit. Ce qui arrive rarement, parce que le coup mirifique arrive après que l'orpailleur a été endetté jusqu'au cou avec le patron associé. C'est-à-dire qu'il est toujours et en permanence à la disposition du patron associé. Le patron associé est souvent un Libanais, et on comprend qu'il soit souvent assassiné. Oui, c'est bien qu'on les assassine affreusement, ce sont des vampires. Les vampires sont des gens qui s'enrichissent du travail d'autrui d'après le petit Robert. Il faut voir quand un orpailleur tombe sur une pépite. Ça vaut le déplacement. C'est un branle-bas, il hurle fort, pour demander la protection des soldats enfants. Et les soldats enfants toujours drogués à court, l'entourent et le conduisent chez son patron associé. Le patron associé fait le décompte de ses droits, paie les taxes, paie les soldats enfants, qui ont assuré la protection. Et le reste, s'il en reste, le donne à l'orpailleur. L'orpailleur devient un malheureux, il est obligé d'avoir un garde du corps, jusqu'à ce qu'il ait tout dépensé, et ce garde du corps est forcément un soldat enfant totalement drogué. Voilà et... L'enfant soldat a toujours besoin de drogue, et le H n'est pas donné, ça coûte cher. Une nuit, les bandits de grand chemin armés jusqu'aux dents sont entrés à Sanikeli. Ça a profité de l'ombre pour se glisser entre les cases comme des filous. Ils sont entrés dans le quartier des patrons associés. Ça a investi 2 maisons de patrons associés. Investir une maison, c'est encercler une maison en coupant toutes les communications. Ça a été facile, les smalsoldiers étaient drogués, les soldats l'étaient aussi. Les bandits ont surpris dans le sommeil les patrons associés. Sous la menace des calaches, ils ont demandé aux patrons associés de remettre les clés des coffres. Les patrons associés ont remis les clés. Les bandits de grand chemin se sont servis copieusement. C'est au moment de partir, quand ils ont voulu emmener les patrons associés, et qu'un a refusé, qu'il y a eu un éclat. Un soldat enfant s'est réveillé et a tiré. Ils ne connaissent que ça, tirer, rien que tirer. Et ça a fait un grabuge généralisé. Des fusillades nourries et résultat, des morts, de nombreux morts. Voilà et 5 soldats enfants et 3 soldats ont été bousillés. Les coffres vidés, totalement vidés, emportés, et les bandits de grand chemin disparus en cavale avec 2 patrons associés. Il fallait voir ça. Le spectacle était désolant. Partout des morts, des soldats enfants morts, des coffres éventrés et 2 patrons associés disparus. Les soldats enfants qui étaient morts n'étaient pas des copains. Je les connaissais pas, c'est pourquoi je ne fais pas leur oraison funèbre. Et je ne suis pas obligé.
Niamokode. Onika Baklet s'est rendue sur place, sur les lieux. Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Il fallait voir ça. Ça valait le déplacement. Une criminelle comme Onika pleurait sur des morts, des larmes de crocodile. Ça pleurait pas sur les cadavres, mais sur ce que ça risquait de lui faire perdre. La politique d'Onika, c'était la sécurité des patrons associés. Sans patrons associés, pas d'orpailleurs, pas d'exploitation de mines, et, par conséquent, pas de dollars. Elle garantissait la sécurité des patrons associés, et s'en vantait. Et voilà 2 des patrons associés enlevés, disparus en pleine nuit, et au centre de Sanikeli. Tous les patrons associés voulaient partir, tous ont fermé leurs boutiques. Le système d'Onika s'effondrait. Onika était comme une folle. Il fallait voir ça. Le bout de femme, avec tout ce que ça portait, hurlait, restez, restez, je vais les rechercher, les faire venir. Ils sont à Niangbo. Je le sais. Ils sont à Niangbo. À Niangbo. C'était la première fois, j'entendais le nom de Niangbo. Niangbo où se trouvait ma tante. Les 2 bandits de grand chemin venaient de Niangbo. 2 jours après le rapt, arrivaient les demandes de rançon. Ils demandaient 10 000 $ américains, pas un de moins, par patron associé enlevé. C'est trop, 10 000 $ américains. Où les trouver? Où les décrocher? Hurlait le général Onika. Les négociations furent aussitôt entamées. Baklet pouvait donner 2 000 $ par patron associé. Les bandits voulaient être compréhensifs, ils réclamaient 8 000 $, mais pas $1 de moins, sinon ils égorgeraient les 2 patrons associés. Les négociations étaient difficiles et longues, vu que Niangbo se trouvait à 2 jours de marche de Sanikeli. Niangbo était une ville ouverte, libre, n'appartenant à aucune des factions. Elle devait être neutre. Elle ne devait pas autoriser des actions comme la prise des otages. Elle les a autorisées. C'était une faute qu'il fallait faire payer aux habitants de Niangbo. Ils allaient la payer très cher, ne cessait de murmurer le général Onika. Pendant que les négociations se poursuivaient, le général Onika préparait secrètement la prise de Niangbo par la force. Nous, les enfants soldats, avons commencé la marche sur Niangbo, le 4e jour après le rapt. La marche se faisait la nuit. Le jour on restait caché dans la forêt. Pour nous empêcher de faire trop de conneries sur la route, on nous avait privés de haches. De sorte que nous étions flasques, comme des vers de terre, minés par le besoin de haches. Nous allions à gare, ne sachant que faire, demandant sans cesse un peu de hache. Mais, pendant les 2 jours et 2 nuits que dura le voyage, la consigne fut respectée. Et enfin nous voilà le dimanche matin, heureux de nous trouver autour de Niangbo. On nous a installés, et on a servi du hache à profusion. Nous étions les premiers, à l'avant-garde, les éclaireurs. Nous étions impatients de combattre. Nous étions tous forts par le hache, comme des taureaux, et nous avions tous confiance en nos fétiches. Derrière nous, le régiment des soldats, et, un peu plus loin, l'état-major avec le général Onika en personne. L'opération était dirigée par le général. Elle tenait à être là, pour punir les gens de Niangbo. Autour d'elle, il y avait les féticheurs, les 2 féticheurs, Yakuba et son ancien féticheur appelé Sogu. Sogu était un féticheur de race crâne. Il portait en toute saison sur la tête, et à la hanche des ceintures de plumes. Son corps était bariolé de kaolin. L'attaque a commencé au lever du jour. Nous nous étions infiltrés jusqu'aux abords des premières cases. Chaque kalachnikov était servi par 5 enfants soldats. Le premier groupe attaqua. À notre surprise, aux premières rafales des kalash répondirent d'autres rafales. Les habitants et les soldats de Niangbo nous attendaient. Il n'y avait pas eu surprise. Le premier servant tomba. Un autre le remplaça, celui-ci tomba, à son tour fauché. Et puis ce fut le 3e. C'est le 4e qui décrocha. Nous nous sommes repliés, laissant nos morts sur le terrain. C'est toute la stratégie mise au point par le général Onika qui était mise en cause. Des soldats prirent nos places à l'avant-garde du combat. Ils ramassèrent les corps des morts. Nous les enfants soldats, nous devions aller jusqu'à l'état-major pour vérifier nos protections par des fétiches. Certainement nous avons fait des conneries pour que nos protections soient aussi nulles. 3 fauchés dès les premières rafales. Et effectivement, après des investigations, on a su que des interdits avaient été transgressés par des enfants soldats. Transgresser signifie violer, enfreindre. Nous avions transgressé en consommant du cabri. Ça, c'est pas permis en temps de guerre, quand on est équipé des fétiches de la guerre.
J'étais rouge de colère. Non, un noir comme moi ne devient jamais rouge de colère, ça se réserve aux blancs. Le noir devient crispé. J'étais crispé de colère, enragé. Les féticheurs sont des fumistes. Fumiste signifie personne peu sérieuse, fantaisiste, d'après mon Larousse. Sans blague, pour avoir consommé du cabri, il y avait là 3 morts, d'après les féticheurs. Sortir des conneries énormes comme ça. C'est incroyable. Je pleurais pour leur mère. Je pleurais pour tous ceux qui n'ont pas vécu. Parmi les corps, j'ai reconnu Sékou le Terrible. Lui, Sékou Ouédraogo, le Terrible, c'est l'écolage qu'il a eu, l'a jeté dans la gueule du caïman, dans les enfants soldats. Écolage signifie les frais de scolarité. Son père était gardien d'une des villas cossues du côté des 2 plateaux dans ce grand Abidjan-là. Des bandits de grand chemin ont braqué le bourgeois cossu, et celui-ci a accusé son gardien de complicité. Cossu signifie qui dénote la richesse. Comme il n'y a pas de justice sur cette terre pour le pauvre, le père de Sékou a été torturé et emprisonné. L'écolage de Sékou ne vint pas pendant 1 mois, 2 mois, quand ça a atteint 3 mois, le directeur de l'école appela Sékou et lui dit « Sékou, tu es renvoyé, tu viendras quand tu auras l'écolage ». La maman de Sékou se nommait Bita. Bita a demandé à son fils « Attends, je vais chercher l'écolage, je vais t'apporter l'écolage ». Elle vendait du riz cuit, et des ouvriers d'un chantier lui devaient 15 000 francs CFA. Avec 15 000 francs CFA, elle en avait suffisamment pour payer l'écolage mensuel de 5 000 francs. Mais Sékou attendit 1 semaine, encore une autre semaine entière, mais, ne voyant rien venir, Sékou songea à son oncle du Burkina. Son père très souvent lui avait parlé de Boukari, un de ses frères, un oncle à Sékou qui était chauffeur, avait une moto et une concession dans Grand Ouagadougou. Sékou décida d'aller chercher son écolage chez l'oncle qui a une moto et une concession à Ouagadougou. Il resquilla le train. Resquiller, c'est emprunter un transport sans payer. Mais il se fit choper à l'arrivée à Ouagadougou et envoyé au commissariat central de Ouagadougou. Où sont tes parents? Mon oncle s'appelle Boukari, il a une moto et une concession. Mais trouver Boukari qui a une moto et une concession dans Grand Ouagadougou revient à chercher un grain de mil ayant une tache noire dans un sac de mil. Sékou traîna 1 semaine au commissariat central en attendant qu'on trouve son oncle. La 2e semaine, pendant que la recherche se poursuivait, Sékou profita d'une inattention de ses surveillants pour prendre la tangente et disparaître dans Grand Ouagadougou. Prendre la tangente, c'est s'esquiver. Dans Grand Ouagadougou, il commença à divaguer. Divaguer signifierait à l'aventure. Dans sa pérégrination, il remarqua un camion d'Abidjan. Le chauffeur était seul à bord, son apprenti boy l'avait lâché, parce qu'il ne le payait pas. Sékou s'empressa de se présenter comme un petit qui travaille sans se faire payer. Le marché fut conclu, Sékou devint l'apprenti chauffeur et boy du chauffeur qui se nommait Mamadou. Mamadou tira Sékou derrière le camion, et, à voix basse, lui expliqua la mission du camion. Une mission secrète, très secrète, dont Sékou ne devait jamais parler. Le camion transportait en cachette des armes aux partisans de Taylor au Liberia. Le camion n'allait pas directement à Abidjan. Et effectivement, dans la nuit, des militaires en civil arrivèrent, placèrent Mamadou et Sékou dans un hôtel, partirent charger le camion. Le matin à 4 heures, ils revinrent avec le camion chargé. Le chargement était bien emballé. Ils réveillèrent Sékou et Mamadou. Dans la cabine du camion, à côté de Mamadou, monta un officier en civil, et un autre, également en civil, se jucha avec Sékou sur les colis bien emballés. Direction frontière libériano-ivoirienne. Là, ils s'arrêtèrent, et aussitôt des guérilleros surgirent de la forêt. Un guérilleau est le combattant d'une guérilla. Un guérilleau remplaça Mamadou au volant et 3 montèrent sur le chargement. Ils partirent avec les officiers. Sékou et Mamadou furent invités à attendre dans un maquis. Le propriétaire du maquis était un ivrogne rigolo. Il riait aux éclats, tapait sur les épaules des clients, pétait de temps en temps. Pendant qu'il faisait ces conneries, surgirent de la forêt 4 gaillards cagoulés. Cagoulés signifie portant des capuchons percés à l'endroit des yeux. Ils braquèrent Sékou et Mamadou. Avant de les emmener, ils dirent au propriétaire du maquis, tremblant comme une feuille, « Nous les emmenons en otage, contre 5 millions CFA payables par le gouvernement burkinabé. La rançon est à payer dans un délai maximum de 5 jours, pas un jour de plus. Sinon les têtes des otages vous seront présentées au bout des fourches. C'est bien compris.
Oui, répondit le propriétaire toujours tremblant. À travers la forêt, les yeux bandés, Sékou et Mamadou furent amenés jusqu'à une petite paillote, où ils furent attachés à des pieux. Pendant les 3 premières journées, il y eut 3 gardiens qui paraissaient vigilants. Le 4e jour, il n'en resta qu'un et celui-ci se mit à dormir. Sékou et Mamadou purent se détacher et disparaître dans la forêt. Sékou, de la forêt, déboucha sur une route. Elle était droite. Il la marcha sans regarder ni à droite ni à gauche. Au bout, il y avait un village, et, dans ce village, des enfants soldats. Il se présenta au chef de l'organisation. « Je suis Sékou Ouedraogo, je veux être un enfant soldat. » Comment Sékou mérita le qualificatif de terrible, est une autre histoire et une longue histoire. Je n'ai pas le goût de raconter, parce que je suis pas obligé de le faire, que ça me faisait mal, très mal. Je pleurais à chaudes larmes de voir Sékou couché, mort comme ça. Tout ça, prétendent les fumistes de féticheurs, à cause d'un cabri. Faforo, cul de mon papa. À côté de Sékou, il y avait le corps de Soso la panthère. Soso la panthère était un petit de la ville de Salala au Liberia. Il avait un père et une mère. Le père était gardien et manœuvre, faisait tout et tout dans le magasin d'un Libanais, et surtout buvait beaucoup de vin de palme et du whisky. Il rentrait chaque soir à la maison complètement saoul. Saoul à ne pas pouvoir distinguer sa femme de son fils. À la maison, il hurlait comme un chacal, cassait tout et surtout frappait sa femme et son unique fils. Chaque soir, quand le soleil commençait à décliner, Soso et sa mère tremblaient de peur, parce que le chef de famille allait rentrer saoul complètement saoul à ne pouvoir distinguer un taureau d'une chèvre. Et ça allait être leur fête. Un soir, alors qu'il l'entendait venir de loin en chantant, riant aux éclats et blasphémant, blasphémer signifie tenir des propos injurieux, Soso et sa maman pensèrent à ceux qui les attendaient, et ils allèrent se réfugier au fond de la cuisine. Et, quand il arriva et qu'il ne vit pas dans la maison, sa femme et son fils, il entra dans une colère plus exaspérée encore, et il se mit à tout casser. La mère de Soso sortit de la cuisine en tremblant, et en pleurant pour arrêter le massacre. Et le père envoya à la maman une marmite et la mère commença à saigner. Soso en pleurs se saisit d'un couteau de cuisine et piqua son père qui hurla comme une hyène et mourut. Il ne resta plus à Soso le parricide. Parricide signifie celui qui a tué son père, qu'à rejoindre les enfants soldats. Quand on n'a pas de père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d'oncle, quand on n'a pas de rien du tout, le mieux est de devenir un enfant soldat. Les enfants de soldats, c'est pour ceux qui n'ont plus rien à foutre sur terre, et dans le ciel d'Allah. Comment Soso mérita le qualificatif de panthère, est une autre histoire et une longue histoire. Je n'ai pas le goût de la raconter, parce que je ne suis pas obligé de le faire, et que ça me faisait mal, très mal. Je pleurais à chaudes larmes de voir Soso couché, mort comme ça. Et quand je pensais à la connerie des féticheurs qui prétendaient que c'était à cause d'un cabri consommé au mauvais moment, j'enrageais encore plus fort. Faforo. Nous les avons enterrés tous dans une fosse commune. La fosse fermée, nous avons tiré des rafales de calache. Les funérailles des morts ne se font pas au front. Onika croyait 100% aux conneries des féticheurs qui disaient que c'était à cause du cabri consommé au mauvais moment que les 3 avaient été fauchés. Il fallait réhabiliter nos fétiches à nous, enfants soldats. La réhabilitation se fait au bord d'un ruisseau et le choix du ruisseau ne fut pas chose facile. Le choix fait par l'un des grigrimènes était automatiquement rejeté par l'autre. Onika fut obligé de donner de la voix et de menacer avant que l'entente puisse s'établir entre le grigriman féticheur et le grigriman musulman. Onika s'installa avec son fils et ses belles-filles, les autres membres de l'état-major s'arrêtèrent autour d'eux. On fit venir les enfants soldats, tous les enfants soldats, une trentaine. Je doutais, comme certains de mes camarades, des conneries des féticheurs, et nous rions sous cap pendant toute l'opération de réhabilitation. Ils nous alignèrent. Sous cap signifie en cachette, d'après Larousse. Puis, l'un après l'autre, ils nous firent réciter une courte prière qui disait « Man des ancêtres, man de tous les ancêtres. Esprit de l'eau, esprit de la forêt, esprit de la montagne, tous les esprits de la nature, je déclare humblement que j'ai fauté. Je vous demande pardon le jour et la nuit aussi. J'ai mangé du cabri en pleine guerre. Nous nous sommes débarrassés de nos fétiches, et nous en avons fait un tas. Le tas fut enflammé, les objets des flammes furent réduits en cendres. Les cendres furent jetées à l'eau.
Puis tous les enfants soldats se mirent nus, totalement nus. C'était pas très pudique vu qu'il y avait des femmes. Il y avait Sita Backley, Monita Backley et Rita Backley. Cette dernière, en nous voyant nus, en me voyant nu, ça lui a fait penser aux moments agréables que nous avions passés ensemble. Nyamokode, bâtard. Les féticheurs passèrent devant chaque enfant soldat. Sur la tête de chacun crachotèrent et frictionnèrent la tête avec le crachat. L'ordre fut donné aux enfants de soldats de se jeter à l'eau. Ce qu'ils firent avec joie en chahutant. Après s'être lancés de l'eau et avoir fait un grand tapage, l'ordre leur fut donné de quitter l'eau. Les enfants de soldats sortirent tous sur la rive droite. Ils séchèrent et toujours nus descendirent le ruisseau, jusqu'à un petit pont, qu'ils empruntèrent pour passer sur la rive gauche, où ils avaient laissé leurs habits et leurs armes. Ils s'habillèrent, et s'alignèrent à nouveau. On les dota de nouveaux fétiches. Moi et certains de mes camarades qui doutaient de l'efficacité de leur fumisterie de fétiches, nous avons ri sous cape. Nyamokode. Bâtardise. Ça a duré 24 heures. Nous avions fait croire aux gens de Nyangbo que nous étions partis avec nos morts, nous avions disparu dans la forêt. Et puis le matin, très tôt le matin, ça a été la bagarre. Un feu nourri, fou. Mais, une fois encore, on ne les a pas surpris. Tac tac, ils ont répondu à notre attaque par des rafales bien nourries. Nous étions encore plaqués au sol. Nous avons eu 2 soldats atteints malgré leurs conneries de fétiches musulmans et de fétiches féticheurs. Le premier, mort sur le coup, le second, mortellement atteint. Il n'y avait pas cette fois-ci d'enfants soldats, vu que les enfants soldats n'étaient pas en première ligne. Pourtant, c'était au sud du village, du côté du ruisseau, que nous avons attaqué, pas au nord, comme la première fois. Ils avaient donc mis tout autour du village des soldats avec des calaches. Nous étions encore une fois plaqués au sol. Il fallait trouver une nouvelle stratégie, différente de notre connerie de fétiche. Et Onika, au lieu de se creuser les méninges, a encore fait appel à ces cons au carré de féticheurs. Ils ont réuni certains soldats, avec quelques enfants soldats dont tête brûlée, et ils ont discuté de la stratégie à adopter. La réunion dura jusqu'au soir. Brusquement, équipé de plusieurs colliers de gris-gris, le calache au poing, tête brûlée avança vers les premières cases du village. Il avança en mitraillant comme un dingue, en mitraillant sans répit, en mitraillant comme 10. Sans répit, signifie sans cesse. Sans répit et malgré la riposte des soldats d'en face, qui également répondaient à la mitraille par la mitraille. Il fallait voir ça, Walae, pour y croire. Il avança dans la mitraille avec tellement d'aplomb, tellement de couilles entre les jambes que les mitrailleurs d'en face décrochèrent. Pour se tailler. Ils étaient tellement paniqués qu'ils laissèrent leurs armes sur place. C'est ce qu'attendaient les nôtres. Ils hurlèrent ensemble, et foncèrent sur les premières cases. Et, à leur totale surprise, sortirent de ces cases, les mains en l'air, avec des drapeaux blancs des villageois apeurés. Partout, dans le village, tous les habitants se présentaient les mains en l'air, arborant des drapeaux blancs. Arborer signifie déployer, hisser. Tête brûlée, par son courage et les fétiches, venait de conquérir le village de Nyangbo. Quand les tireurs d'en face ont vu Tête brûlée avancer dans la mitraille, ils se sont dit que les protections de Tête brûlée étaient plus fortes que leurs gris-gris à eux. Ils ont paniqué et ont abandonné leurs armes. Moi alors j'ai commencé à ne rien comprendre à ce foutu univers. À ne rien piger à ce bordel de monde. Rien saisir de cette saloperie de société humaine. Tête brûlée avec les fétiches venait de conquérir Nyangbo. C'est vrai, ou ce n'est pas vrai, cette saloperie de gris-gris? Qui peut me répondre? Où aller chercher la réponse? Nulle part. Donc c'est peut-être vrai, le gris-gris, ou c'est peut-être faux, du bidon, une tricherie tout le long et large de l'Afrique. À Faforo, cul de mon père. C'est tout le village de Nyangbo, qui avait été pris en otage par 4 bandits de grand chemin. Les mêmes 4 qui s'étaient emparés des propriétaires associés de Sanikeli. Ils avaient emprisonné le chef de village et des notables de la ville de Nyangbo. Les 4 s'étaient placés aux 4 points cardinaux. C'est eux qui avaient tué les enfants soldats. Dès qu'ils ont disparu dans la forêt, tous les villageois sont sortis. Ils organisèrent des fêtes. Nous étions les libérateurs. Sur la place du village, les danses s'animèrent. Il fallait voir une salope, comme Monica jouait à la libératrice. Ça valait le détour. Elle s'était assise au centre, de chaque côté, son fils et ses belles-filles, et ça trônait comme un nabab, un patron. Le frappeur de tam-tam avança vers elle,
se courba à ses pieds et joua en son honneur. Alors Onika hurla des cris de sauvage, et se lança dans le cercle de danse. Avec tout et tout, ses galons, son calache, ses gris-gris, tout et tout. Son fils et ses belles-filles l'imitèrent, la suivirent dans le cercle de danse. Les femmes soulevèrent ses bras, deux par bras. Et tout le monde se mit à applaudir, comme des dingues, à chanter et à rire comme des écervelés. Les belles filles et le fils l'abandonnèrent au milieu du cercle. Elle commença la danse du singe. Il fallait voir cette couillonne au carré d'Onika sauter comme un singe, faire la culbute comme un enfant de la rue, avec ses galons de général, tellement elle était saoule, tellement elle était contente et fière de sa victoire. Elle était ivre de vin de palme. Après le tour du cercle de danse, elle vint s'asseoir, les belles filles et le fils autour d'elle. Ils l'embrassèrent sur la bouche. Le brouhaha s'arrêta. Et Onika parla. Elle fit sortir au milieu du cercle les deux grigrimènes, Yakuba et Sogu. Elle les félicita publiquement. C'était grâce à leur savoir-faire que Nyangbo avait été pris sans beaucoup de morts. Les grigrimènes étaient fiers et contents. Ils ont fait le tour du cercle de danse en faisant les cons avec des fétiches. Elle fit sortir au milieu du cercle de danse les deux propriétaires associés qui avaient été enlevés. Onika expliqua pourquoi ils n'avaient pas pu les tuer. C'était à cause des fétiches et des sacrifices. Elle continua son discours. Les 4 bandits qui avaient occupé la ville de Nyangbo seront poursuivis et arrêtés. Ils seront dépecés, des morceaux de leur corps seront exposés partout, où ils ont commis des forfaits, pour amadouer le courroux des fétiches qu'ils ont provoqués. Des soldats ont été lancés à leur recherche. Ils finiront par les rattraper. Certainement, si Dieu le veut, Amen. Tout à coup, 2 mandingos avec leurs boubous sales se sont approchés de Yakuba, et ont crié fort à attirer l'attention de tout le monde. Toi, je connais. Tu es avant à Abidjan, transporteur, multiplicateur de billets, guérisseur, et tout et tout. Voilà et. Moi connais-toi, tu appelais Yakuba. Con, répliqua Yakuba. Il ne le laissa pas poursuivre. Vous criez ça fort, tout le monde va entendre. Il le tira de côté et lui dit, si tu me connais après, tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits. Onika va entendre, et c'est pas bon pour moi. Yakuba ne voulait pas qu'Onika sache tout ce qu'il avait foutu dans cette saloperie de vie. D'un autre côté, Yakuba s'est aperçu qu'un des 2 mandingos était son ami Sekou. Sekou qui était venu lui rendre visite en Mercedes au CHU Yopougon d'Abidjan. Il avait tellement maigri que Yakuba ne l'avait pas reconnu. Yakuba et Sekou s'embrassèrent. Et après, ils alignèrent les salutations kilométriques que les Dioula se disent quand ça se rencontre. Comment ça va le cousin de la belle-sœur de ton frère, etc. Après une minute de silence, Sekou et son compagnon parlèrent des gens du village qui se trouvaient dans ce foutu Liberia. Et le compagnon de Sekou annonça qu'il y avait Mahan et son mari. Mais, Mahan, c'est ma tante, ai-je crié. Alors là, nous avons tous les 2 sauté comme des hyènes prises en train de voler une chèvre. Mahan, s'écria Yakuba en me montrant du doigt. C'est la tante de ce petit. Mahan, c'est la tante de ce petit que je suis en train de chercher. Où est chez elle? Chez Elou? Et nous nous sommes précipités comme des dingues, comme des diarrhéiques. Diarrhéique signifie celui qui est pressé par la diarrhée. Il fallait voir un bandit boiteux, comme Yakuba se précipiter. Et nous avons fouillé concession après concession, case après case. Devant certaines cases, des cadavres, toutes sortes de cadavres, certains avec les yeux ouverts comme cochons mal égorgés. Nous avons fouillé les concessions du nord et les concessions du sud, jusqu'à, fatigués, et nous avons commencé à nous démoraliser. Démoraliser signifie ne plus avoir le cœur à l'ouvrage, ne plus vouloir rien foutre. Nous étions là à regarder les mouches voler à gauche et à droite, sans rien dire. Et, tout à coup, le compagnon de Sekou s'est arrêté, s'est penché, a tourné dans une concession devant une case, et a hurlé comme un bœuf. Voilà et, c'est la case de Mahan. Mahan, la porte était à demi ouverte. Yakuba a poussé. Rien dans la case, et nous avons continué jusqu'à l'enclos et là, Nyamokode, putain de ma mère, des mouches plus grosses que des abeilles agglutinées sur un cadavre. Agglutiner signifie un peu partout, en pagaille. Les mouches se sont envolées dans le vacarme d'un avion qui rase, laissant à découvert un cadavre dans le sang. Superbement esquinté, le crâne écrasé,
la langue arrachée, le sexe finement coupé. C'était, Faforo, le cul de mon père, le corps du mari de Tanti Mahon. Nous nous sommes arrêtés, avons commencé à pleurer comme des enfants mal gâtés faisant encore pipi au lit. Nous étions là, en train de pleurer comme des couillons au carré, lorsque nous avons vu un homme sortir, et s'approcher précautionneusement. L'homme était un natif, un nègre noir africain indigène. Ça tremblait encore, comme une feuille au fort d'un orage. C'est les crânes, dit-il. Ils n'aiment pas les mandingos. Ils veulent pas voir des mandingos au Liberia. Les crânes sont arrivés. Ils lui ont écrasé la tête. Ils lui ont arraché la langue et le cul. La langue et le sexe, pour rendre les fétiches plus forts. Sa femme, la bonne Mahon, a vu ça, elle a vite couru, et s'est cachée chez moi. Quand les crânes sont partis, définitivement partis, je l'ai amenée à la lisière de la forêt. Elle est partie vite dans la forêt. Partie vite vers le sud, elle est tellement bonne, trop bonne la Mahon. Et le type a commencé lui aussi à chialer. Où elle est partie, s'écria Yacouba, prêt à bondir pour se lancer à sa poursuite. Depuis 2 jours elle est partie. Vous ne la rattraperez pas, vous ne la retrouverez plus. Nous sommes restés bouche bée. Bouche bée signifie frapper de stupeur. Nous étions démoralisés. Ça n'allait pas pour la tante, elle était en péril majeur. Péril, situation, état ou un danger, menace l'existence d'une personne, d'après Montlarousse. Nous sommes revenus sur la place où, tout à l'heure, ça dansait la culbute du singe. Surprise, la fête était levée. C'était l'affolement général, le branle-bas. Ça hurlait, ça jurait, ça courait dans tous les sens. On venait d'apprendre à Onika que les NPFL avaient profité de son absence et de l'absence de son état-major pour attaquer Sanikeli. Et, sans coup férir, il s'était emparé de la place forte et de toutes ses richesses. Sans coup férir signifie, dans le petit Robert, sans difficulté. Sans difficulté, sans aucune résistance vis-à-vis, ils ont investi Sanikeli. Sanikeli était sous leur commandement. Onika était comme folle. La petite femme allait, venait, hurlait, injuriait et commandait avec ses galons, son calache et ses fétiches, tout, et tout. Les NPFL avaient toujours voulu commander la ville orifère de Sanikeli. Plusieurs fois, ils l'ont attaqué, chaque fois ils ont été repoussés avec des pertes. Maintenant, ils ont profité de mon absence pour perpétrer le mauvais coup. C'est lâche. NPFL sont lâches. Ils sont pas des garçons, ils sont très lâches, hurlait Onika. Que pouvait faire Onika maintenant? Sa base était investie, son organisation décapitée. Elle n'avait plus d'armes. Plus d'armée sauf le petit détachement qu'elle avait amené avec elle pour les opérations de Nyangbo. Avec tout l'arsenal de Sanikeli, NPFL avait bien organisé sa défense. Tous les biens d'Onika, tout l'or d'Onika était tombé dans les mains de l'ennemi. Onika s'est retirée, s'est assise, et son fils et ses belles-filles l'ont entourée. Des soldats, des enfants soldats se sont joints à eux. Tout ce monde s'est réuni, s'est mis en cercle, et ça a organisé un concert de pleurs. Tout ce monde s'est mis à pleurer. Un groupe de bandits de grand chemin, de criminels de la pire espèce, pleurait comme ça. Il fallait voir ça, ça valait le détour. Après une longue demi-journée de pleurs, ils ont eu faim, ils ont eu soif. Ils se sont ressaisis, et se sont levés. La petite armée s'est alignée sur 2 rangs avec Onika en tête. Ils ont pris pied la route, le chemin du nord, pour retrouver des factions de Ulimo. C'est là-bas que ça se trouvait les Ulimo, en pagaille. Nous, Yacouba, le bandit boiteux, et moi, l'enfant de la rue, avons pris le chemin du sud. C'est là-bas qu'est partie la tante, Mahon. Nous n'avons que nos calaches, comme subsistance parce que Allah ne laisse pas vide une bouche qu'il a créée. Aujourd'hui, ce 25 septembre 1990 et quelques, j'en ai marre. Marre de raconter ma vie, marre de compiler les dictionnaires, marre de tout. Allez vous faire foutre. Je me tais, je dis plus rien aujourd'hui, à Nyamokode, putain de ma mère, à Faforo,